notre invité ce soir à 18h18. Il va nous plonger dans les secrets de l'armée et des anciens présidents de la République qu'il a bien connus. Bonsoir, Général Henri Bantéja. Bonjour monsieur. Merci d'être avec nous en direct dans Europe Soir. Alors vous êtes ancien chef d'état-major des armées, ancien chef d'état-major particulier du président Jacques Chirac, et vous publiez vos mémoires, c'est aux éditions Perrin, ça s'appelle Les Ors de la République, souvenirs de 7 ans à l'Élysée. C'est absolument passionnant et on va en parler évidemment avec vous ce soir. Alors d'abord, pouvez-vous nous dire en quelques mots simples quel est le rôle d'un chef de l'état-major particulier d'un président? Alors l'état-major particulier du président de la République est une petite boutique, 5 officiers, plus les 2 aides de camp du président qui y sont rattachés. Et c'est une boutique qui a pour mission d'assurer la liaison entre le chef des armées, oui, le président, et le chef d'état-major des armées, et bien sûr le ministre de la Défense. Donc si vous voulez, c'est une courroie de transmission très importante dans certains domaines comme la dissuasion nucléaire, par exemple. Bien sûr, on va en parler. Voilà, mais autrement, qui du coup, le chef d'état-major particulier, de facto, est le conseiller au jour le jour du président. C'est intéressant parce que vous dites la boutique. C'est comme ça qu'on dit dans le jargon, on parle de boutique? Oui, parce que c'est une petite chose. Je veux dire, c'est pas du tout un état-major. L'état-major des armées, oui, par exemple, c'est plus de 400 officiers. Oui. L'état-major particulier, c'est la garde rapprochée autour du président. Maison. Alors, pendant cette période, vous avez vécu véritablement auprès des présidents que vous avez servis, du matin au soir d'ailleurs. Vous les conseillez aussi, c'est ce que vous expliquiez dans ces prises de décision militaires. On va évoquer tout cela, et notamment sur les questions, vous en parliez, de dissuasion nucléaire. C'est la fameuse valise qui accompagne le président en permanence. Alors, j'ai une question que se posent évidemment tous les auditeurs d'Europe 1. Qu'est-ce qu'il y a dans cette valise? Dans cette valise, il y a un code. Et si le président ordonnait la mise en œuvre des forces nucléaires, ce qui serait quand même dans des circonstances catastrophiques, parce que ça prouverait que la dissuasion n'a pas fonctionné. Si le président le décidait, son aide de camp lui présenterait le code, et le président lui-même rentrerait le code dans la valise. Le code serait transmis au chef d'état-major particulier, qui validerait la réalité, après avoir vérifié la réalité de l'ordre donné par le président, et ensuite tout s'enclencherait directement jusqu'aux sous-marins, jusqu'aux avions, etc. Petite question en passant, est-ce que vous avez le droit, vous, en tant que chef d'état-major particulier du président, de refuser de valider cet ordre? Le droit, non, certainement pas. Mais le devoir de vérifier qu'effectivement c'est bien le président qui a donné l'ordre et qu'il ne s'agit pas d'une erreur, ça oui, bien sûr. Alors mon général, c'est en 93 que vous entrez à l'Élysée comme adjoint du chef d'état-major particulier du président François Mitterrand à l'époque. Vous en parlez d'ailleurs avec une certaine fascination de ce président-là dans votre livre, quand vous décrivez la cour, notamment qui l'entoure. Quand il descend, dites-vous, la sonnerie retentit, le président arrive et tout change. On se croirait, écrivez-vous, dans un film de Tex Avery, on retient son souffle pour lui dire bonjour. Oui, si vous voulez, il y avait autour de François Mitterrand un phénomène de cour qui était très fort, beaucoup plus fort que du temps du général de Gaulle, par exemple. Je crois que le pouvoir suprême crée toujours ce phénomène de cour. Oui. Mais il est plus ou moins important. Il était beaucoup plus important avec François Mitterrand qu'avec Jacques Chirac. Qui vous avez d'ailleurs préféré servir, François Mitterrand ou Jacques Chirac? Objectivement, Jacques Chirac. Pourquoi? Mais d'abord parce que j'étais, pour le coup, son conseiller direct, tandis qu'avec François Mitterrand, j'avais un décalage. Et puis, pour une autre raison, c'est que, et ça me facilitait la vie, je dois reconnaître, c'est que Chirac comprenait instinctivement ce que Clausewitz appelait la grammaire de la guerre. Oui. Il sentait la chose militaire. C'était un chef de guerre, Jacques Chirac. D'abord, il avait combattu et servi notamment avec les armées en Algérie pendant 2 ans. Dans ses mémoires, il dit même, Jacques Chirac, qu'il a hésité à devenir militaire et à en faire carrière. C'est avec Jacques Chirac qu'est lancée d'ailleurs l'offensive en Afghanistan, au lendemain du 11 septembre 2001. Il vous avait, j'imagine, à cette époque, demandé votre avis. Bien sûr. Qu'est-ce que vous lui aviez dit ? Je lui avais dit, je l'avais accompagné, si vous voulez, aussitôt après les attentats du 11 septembre, je l'avais accompagné à Washington. Oui. Et j'avais participé à ces entretiens avec le président Bush. Donc je veux dire, je me sentais, pour le coup, extrêmement concerné, comme lui, par cette nécessité de solidarité avec les États-Unis, qui avaient quand même été très très gravement touchés par le terrorisme. Maintenant, moi j'ai partagé, parce que l'Afghanistan, c'était quand même... Mais vous étiez favorable à cette intervention, vous ? J'étais favorable à cette intervention comme Chirac l'a conçue, objectivement. C'est-à-dire le minimum d'engagement français pour être solidaire avec les Américains, mais pas au-delà,
parce que c'était pas du tout la zone d'intérêt de la France. Quelle tension ça devait être à l'époque, une telle décision? Oui, c'était des décisions qui étaient difficiles. D'autant plus difficiles qu'au début de l'Afghanistan, on était en période de cohabitation politique. Oui. Et qu'il y avait des différences avec le gouvernement de Lionel Jospin. Lionel Jospin était plus réticent que ne l'était Jacques Chirac. C'est une décision que vous n'avez jamais regrettée, ni vous ni le président Chirac d'ailleurs, quand on sait que cet engagement a tout de même coûté la vie à 100 de nos soldats? Je crois que si vous voulez, nous chefs militaires, si nous commençons à raisonner en fonction des pertes que nous subissons, et Dieu sait à quel point j'ai été touché personnellement par chacun des morts, chacun des blessés dans la période où j'ai été responsable, je veux dire, on ne fait plus rien. Oui, oui. Nous ne pouvons pas raisonner comme ça. Et aussi douloureux que ce soit, je veux dire, nous sommes avant tout conduits par la mission. Et la chose, pour moi, qui est toujours restée essentielle vis-à-vis du président Chirac, c'était de lui dire c'est possible ou au contraire on va à la catastrophe. Voilà. À partir de là, et la catastrophe, je disais, c'était d'ailleurs par exemple la possibilité de pertes importantes. Oui. Mais de pertes importantes pour en plus un bénéfice pour la sécurité des Français, pour la France, très limité. Alors mon général, dans votre ouvrage, chez Mémoires, vous revenez aussi sur des anecdotes assez croustillantes, mais révélatrices quand même de l'état d'esprit des présidents. Jacques Chirac, par exemple, qui ne transigeait pas avec l'art de vivre à la française. Quand il a appris que le chef d'État iranien ne voulait pas de vin lors du dîner d'État, il a fait carrément annuler la visite en disant ceci: on ne dicte pas à la France la manière dont elle reçoit ses hôtes. Oui, c'était ça Chirac aussi. Ah oui, c'était ça aussi, bien sûr. Je pense que François Mitterrand aurait également refusé. Ouais. Parce qu'il aimait bien vivre aussi. J'ai une question d'actualité, il nous reste peu de temps malheureusement mon général, à vous poser sur l'engagement français au Sahel. C'est l'opération Barkhane évidemment qui a déjà coûté la vie à 57 de nos soldats. Est-ce que la France doit maintenir sa présence au Mali selon vous? Écoutez, pour l'instant en tout cas elle peut pas la retirer. Parce que je veux dire, pour le coup, ça serait incompréhensible au regard des sacrifices déjà consentis et au regard des progrès réalisés. Maintenant, qu'on se pose la question de savoir si on doit continuer comme on fait aujourd'hui ou si on doit modifier de manière plus ou moins large nos stratégies, ça c'est légitime. Oui. Et c'est une question, je ne vous le cache pas, dont je sais qu'elle se pose actuellement pour le président Macron, pour Florence Parly, la ministre des Armées. Trouver le bon équilibre. Et pour Lecointre, oui. Trouver le bon équilibre et la meilleure méthode. Parce qu'on ne peut pas continuer indéfiniment avec une attrition en perdant 5 soldats par mois, c'est évidemment pas possible. C'est un discours de sagesse que vous nous délivrez ce soir. Vous n'avez pas d'ambition présidentielle, vous, mon général? Non, parce que pas pour le moment, je vous rassure. Il y a un de vos successeurs dont on parle beaucoup en ce moment, c'est le général Pierre de Villiers, qui, dit-on, a des ambitions présidentielles. Quel regard vous portez sur cet ancien chef d'état-major des armées? Alors, très franchement, d'abord, je connais bien Pierre de Villiers, je veux dire, je ne pense pas qu'il ait réellement d'intention présidentielle, mais ce que je crois, par contre, c'est quand j'entends l'écho que ça a dans la société française, c'est que la France est encore à la recherche d'un homme providentiel, comme Napoléon, comme De Gaulle. Un grand chef. Voilà, un grand chef, parce qu'on trouve que l'État n'a pas suffisamment d'autorité, parce que, voilà. Et donc, il y a cette espèce de... Mais je ne crois pas que ce soit forcément une bonne chose pour la démocratie. En quelques mots, mon général, ce sera ma dernière question. Quel meilleur souvenir, si vous ne deviez en garder qu'un, de ces 7 années passées à l'Élysée? Je veux dire, peut-être mon départ, finalement. Vous savez, parce que j'ai été extrêmement touché par la manière dont Chirac m'a dit au revoir. Et je m'y attendais pas. Parce que nos relations n'avaient pas toujours été si faciles que ça, au début en tout cas. Et de quelle manière? Quand il m'a dit, le raconter, oui. Ouais, quand il m'a dit, mon général, j'ai de la peine à vous voir partir, j'étais extrêmement touché. Voilà. Oui. Donc finalement, d'une certaine manière, c'était une conclusion qui allait bien. Merci infiniment, mon général, d'avoir passé ces quelques minutes avec nous et partagé ces souvenirs avec les auditeurs et les auditrices d'Europe 1. Je rappelle votre livre, fascinant, Les heures de la République, souvenirs de 7 ans à l'Élysée. C'est absolument passionnant. C'est aux éditions Perrin. Merci à vous.